Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des tensions économiques les plus fondamentales de l'histoire moderne, ce conflit permanent entre le contrôle de l'État et l'entreprise privée. C'est une histoire de pouvoir, d'économie, mais aussi d'identité nationale. Alors, c'est quoi le meilleur chemin pour le développement d'un pays? Est-ce qu'il faut laisser le marché tout décider ou est-ce que l'État doit garder la main sur les secteurs stratégiques? C'est la grande question qui a tourmenté les gouvernements du monde entier depuis plus d'un siècle. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que pour beaucoup de pays, la réponse n'est pas un choix définitif. Au contraire, l'histoire nous montre une sorte de mouvement de balancier perpétuel, une oscillation constante entre ces deux extrêmes. Ok, regardons ça de plus près. Ce ne sont pas des changements politiques qui arrivent au hasard. Non, non. Il s'agit d'un schéma historique bien réel, une sorte de grand balancier économique qui se répète. Dans cette analyse, on va donc décortiquer les forces qui tirent ce balancier d'un côté, puis de l'autre. On va essayer de comprendre pourquoi des pays entiers peuvent basculer d'une ouverture totale des marchés à une nationalisation massive, et parfois à faire machine arrière quelques décennies plus tard. Allez, on commence par un côté du mouvement, la privatisation. Cette tendance, elle est souvent nourrie par les difficultés, voire les échecs des économies qui sont entièrement contrôlées par l'État. Ici, la différence fondamentale, elle est dans les objectifs. Une entreprise publique peut avoir pour mission de maintenir des emplois ou de fournir un service pas cher, même si elle perd de l'argent. L'entreprise privée, elle, n'a pas le choix, elle doit être rentable pour survivre. Et c'est justement cette différence qui rend la privatisation si séduisante pour un gouvernement qui cherche de l'efficacité. Et attention, on ne parle pas de petites sommes. Rien qu'entre 2009 et 2014, la valeur des accords de privatisation dans le monde a dépassé les 100 milliards de dollars. C'est juste énorme et ça montre bien l'ampleur du phénomène. Forcément, sur le papier, les arguments pour la privatisation sont très convaincants. On promet plus d'efficacité, de l'argent frais qui arrive de l'étranger pour tout moderniser, et bien sûr, moins de dettes pour l'État. Pour beaucoup de dirigeants, ça ressemble vraiment à la formule magique. Cette citation de l'ancien président brésilien José Sarney résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque, à la fin du XXe siècle. Ce n'était pas juste une question d'économie, c'était vraiment une idéologie, une vision de la liberté face au rôle de l'État. Bon, maintenant, passons de l'autre côté du miroir. On va voir comment ce balancier repart dans l'autre sens. Parce que les gains économiques de la privatisation, eh bien, ils ont souvent un coût social et politique très lourd, qui finit par créer une réaction en chaîne. Et voilà, on touche au cœur du problème. Très souvent, la population a le sentiment que les fruits de la privatisation sont très mal partagés. On voit une petite élite ou des groupes bien spécifiques s'enrichir à vue d'œil, pendant que la majorité, elle, se sent complètement laissée pour compte. Ce slogan, Au pétrole est nosso, le pétrole est à nous, il a secoué tout le Brésil dans les années 50. C'est l'exemple parfait de ce cri du cœur nationaliste, cette demande que les richesses du pays appartiennent à tout le monde et pas seulement à quelques intérêts privés, qu'ils soient locaux ou étrangers. Et pour bien comprendre ça, il y a un concept qui est essentiel, celui de l'étranger de l'intérieur. En gros, ça explique comment des mouvements nationalistes peuvent finir par s'attaquer à leurs propres compatriotes. On les accuse d'être déloyaux à la nation, soit parce qu'ils sont trop proches du capital étranger, soit parce qu'ils appartiennent à une minorité qui domine l'économie. Du coup, la colère nationaliste a deux cibles bien précises. D'un côté, l'ennemi facile, les entreprises étrangères, les investisseurs, les anciennes puissances coloniales, et de l'autre, et c'est souvent là que ça devient plus tendu, ces groupes à l'intérieur du pays qui sont perçus comme des profiteurs. Et on voit ça partout dans le monde. En Asie du Sud-Est, par exemple, ce sont souvent les minorités chinoises, très présentes dans l'économie, qui ont été ciblées. En Amérique latine, c'était plutôt les grandes familles de propriétaires terriens, descendantes des Européens. Bon, après toute cette théorie, voyons comment ça se passe en vrai. On va prendre un exemple qui illustre parfaitement ce cycle, le Mexique. Regardez cette chronologie, c'est l'illustration parfaite de notre balancier. Fin du 19e, le président Diaz privatise à tout va. Résultat, révolution. Et le président Cárdenas nationalise tout. Terre, chemin de fer, pétrole. Ensuite, années 40-50, retour de la privatisation pour industrialiser. Puis, dans les années 70, renationalisation massive. Et enfin, depuis les années 80, pour sortir de la crise, c'est reparti pour une vague géante de privatisation. C'est un va-vient quasi permanent sur plus d'un siècle. Et attention, le Mexique n'est pas un cas unique. On retrouve un schéma très similaire en Malaisie, par exemple. Sauf que là-bas, l'attention n'était pas tant basée sur la classe sociale que sur l'ethnie. L'État a mis en place des politiques pour favoriser la majorité malaise au détriment des minorités chinoises et indiennes, jugées trop puissantes économiquement. C'est une autre facette du même phénomène. Alors, la grande question c'est, est-ce qu'on peut sortir de ce cycle? Est-ce que les pays peuvent échapper à ce va-et-vient qui est quand même coûteux et qui déstabilise tout?
Bref, est-ce qu'un équilibre est possible? Ce que l'expérience nous a appris, que ce soit en Russie après la chute de l'URSS ou en Amérique latine, c'est que changer le nom du propriétaire sur la porte, ça ne suffit pas. Le comment on privatise est au moins aussi important que la décision de le faire. Des privatisations faites à la va-vite, sans règles solides, ça mène tout droit à la corruption, au pillage, et ça crée des fortunes colossales pour une poignée de personnes, ce qui prépare le terrain pour la prochaine vague de nationalisation. Après des décennies d'essais et d'erreurs, on commence à voir ce qui marche. Pour qu'une privatisation soit durable, il faut un cadre solide. Ça veut dire des régulateurs indépendants pour protéger les consommateurs, une vraie concurrence pour que les prix baissent, des filets de sécurité sociale pour ceux qui perdent leur emploi dans la transition, et surtout, des mécanismes pour que la nouvelle richesse soit un minimum partagée. Finalement, tout se résume à ça. Le défi, c'est de réussir à profiter de l'efficacité du marché, sans pour autant créer des inégalités et un sentiment d'exclusion si fort qui provoque un retour de bâton politique violent. Et ça nous laisse sur une question fondamentale. Est-ce que ce cycle est une fatalité, une étape obligée du développement? Ou est-ce que les nations peuvent, un jour, trouver cet équilibre durable entre la croissance économique d'un côté et l'unité nationale de l'autre? La réponse à cette question est encore en train de s'écrire aujourd'hui.